restez fidèles à Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Date historique et mémorable, 14 janvier 2022, les Maliens se mobilisaient conformément à la devise du Mali, un peuple, un but, une fois pour dire non aux sanctions injustifiées de la CEDEAO et de l'UEMOA. Déjà hier, le Premier ministre et les membres du gouvernement étaient dans des écoles pour enseigner cette date historique aux élèves avec le thème la souveraineté retrouvée. Le ministre d'État, lui, était à Bougouni où il a profité de l'occasion pour visiter certains chantiers de cette nouvelle région. Les explications avec le différent correspondant dans ce journal. Enfin, l'actualité des sports sera consacrée en partie au CHAN. Le rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Famrou Djourté. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Le Premier ministre, chef de gouvernement, assisté hier matin à la dispensation d'une leçon modèle au lycée technique portant sur la souveraineté retrouvée et les valeurs qui l'accompagnent. Dans son adresse au lycée, le Dr Shogel Kokalamaïga a rappelé le sens de cette souveraineté et invité les jeunes au patriotisme. Aussi a-t-il prôné le travail bien fait. Le point de tout cela avec Aloussine Touré. La leçon inaugurale sur la journée de la souveraineté retrouvée a été donnée par Youssouf Koulibaly, professeur de lettres au lycée technique de Bamako. Des échanges avec les élèves, on constate une bonne assimilation des éléments de langage. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé aux élèves le rôle qui est le leur dans la construction du Mali nouveau. Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Suite à la volonté politique du président de la transition du Mali, du Premier ministre et de l'ensemble des autorités de la transition, Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le Premier ministre a rappelé les principes qui gouvernent l'action de notre État sous l'impulsion du président de la transition. Il a demandé aux uns et aux autres d'aimer leur pays et de cultiver le patriotisme. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Avant, dans vos têtes, dans tous les Maliens, on dit sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure, le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon, grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Les Africains ont marché des milliers de kilomètres du Sénégal, de la Guinée, pour venir soutenir le travail que vous faites. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée. Auparavant, le Premier ministre a assisté à la montée des couleurs et à l'intonation de l'hymne national en Bamananka. Oui, chez le Premier ministre qui est dans la région de Ségou, le chef du gouvernement animera aujourd'hui une conférence sur la souveraineté retrouvée. Devoir de mémoire et de souvenirs, le 14 janvier 2022, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, dans son premier adresse à l'occasion de la célébration de ce premier anniversaire, salue la résilience des Maliens face à l'adversité. Ibrahim Ikassamaïga invite le peuple malien à se serrer les coudes pour conserver les acquis de la souveraineté qui ouvrent la voie à la refondation du Mali. La synthèse de son discours avec Awadit Makamara.
Il y a un an, le vendredi 14 janvier 2022, les Maliens de tous bords répondaient favorablement à l'appel des autorités de la transition pour un sursaut patriotique afin de défendre la patrie, la souveraineté du Mali, son intégrité, la dignité et l'honneur des Maliens. Et cela après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État. Le peuple malien, à l'unisson, s'est mobilisé à Bamako et dans les localités de l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur, pour défendre la patrie, la CEDEAO et l'UMOA, sous une forte influence extérieure, imposèrent au Mali des sanctions. La refondation de l'État est devenue une nécessité pour la survie du Mali. Selon le ministre de la refondation de l'État, le combat de la refondation ne sera pas facile. Le chemin sera épineux, mais les autorités mettront tout en œuvre. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État. La sortie populaire, véritable raz-de-marée qui a fortement mobilisé la diaspora, a conforté les autorités de la transition à poursuivre les actions nécessaires à la refondation de l'État telles que voulues par le peuple malien à l'issue des assises nationales de la refondation. La commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée cadre parfaitement avec la vision imprégnée à la transition par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Vision qui repose sur les 3 principes cardinaux, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenariat du Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Au programme de la commémoration de la journée du 14 janvier, la montée des couleurs avec chant de l'hymne national, l'animation des leçons modèles en milieu scolaire sur le thème du patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation, des symposiums et conférences-débats en milieu universitaire et avec les forces vives. À Bougouni, pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, le ministre d'État, ministre de l'Absence territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, en compagnie de son collègue des affaires religieuses, du culte et des coutumes, a visité 3 chantiers dans la ville de Bougouni. Il s'agit des chantiers de la cité administrative, de la route du général ATT et la gendarmerie nationale. Le point avec nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Adama Kamara. Au cœur de la capitale du Bani Mounouché, dans le quartier Eremakono Nord, la future cité administrative de la ville prend forme. Un chantier futuriste à l'image des ambitions des autorités de la transition pour cette nouvelle capitale régionale. Les infrastructures en chantier comprennent notamment un grand bâtiment qui abritera les bureaux du gouverneur et de ses collaborateurs directs, ainsi que des bureaux pour les services régionaux et même des logements administratifs. Malgré un contexte économique difficile, le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices et les travaux sont exécutés à hauteur de souhait. Khalifa Kamara, entrepreneur. Les chantiers sont avancés. Il y a 3 entreprises qui sont là. La première entreprise est à 92,23%. Les 2 autres sont à peu près à 50% de toute l'exécution du projet. Offrir aux Maliens des infrastructures de qualité pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique, telle est la volonté des autorités de la transition. Une volonté qui trouve sa concrétisation ici à Bougouni, mais aussi dans d'autres nouvelles régions où de tels chantiers sont ouverts. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ma satisfaction est d'autant plus grande que la pose de la première pierre a été effectuée en août 2021 et on est en janvier 2023. Donc moins d'1 an et demi, voyez vous-même tout l'effort qui a été fourni sur fonds propres. Je voudrais ici préciser qu'il s'agit du budget national. Mais ceci démontre également la volonté de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du Premier ministre, et de mettre nos collaborateurs, tous les représentants de l'État dans des conditions idéales de vie et de travail. Bien entendu, c'est un effort à poursuivre. Il s'agit de Bougouni, mais les mêmes chantiers existent dans d'autres régions administratives. C'est également un indicateur de progrès de l'opérationnalisation de la région de Bougouni. Autre chantier visité par la délégation ministérielle à Bougouni, celui d'une voie urbaine qui porte le nom du général Amadou Toumani Touré. C'est un chantier gracieusement offert par un citoyen au gouverneur Keba Sangari.
Autre lieu, autre infrastructure, le siège flambant neuf de la gendarmerie nationale. Le bâtiment visité par la délégation ministérielle n'attend que les équipements pour être opérationnel. Bougouni, Dougoufana Traoré, Adaman Kamara, avec la participation de l'ORTM Bougouni. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis un important lot d'engins roulants à la Direction générale de la Protection civile. C'est pour renforcer les capacités opérationnelles des unités d'intervention de ce service. La cérémonie de remise était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. En 2022, la Direction générale de la Protection civile a enregistré 1429 cas d'incendie, 63 sinistres dont 23 blessés et 4 cas de décès. C'est pour inverser cette tendance et renforcer davantage les capacités opérationnelles de la protection civile que le ministre de tutelle a offert 20 engins de lutte contre les incendies et 3 engins lourds à la Direction générale de la Protection civile. Général des brigades Bougari Kodjo, directeur général de la Protection civile. La présente donation, composée de 20 engins pompes, communément appelés engins de lutte contre l'incendie, d'une pelle mécanique, d'un chargeur et d'un porte-char, tous acquis sur le budget national, constitue sans fausse modestie l'une des plus importantes donations en véhicules d'intervention jamais enregistrées à la protection civile. Quant aux 3 engins lourds du lot, ils permettront de réaliser des opérations de relevage, notamment lors des interventions pour l'effondrement des bâtiments. L'acquisition de ces engins, selon le directeur de la protection civile, s'inscrit dans un vaste programme visant à doter les unités de la protection civile en équipements modernes et leur permettant d'agir avec efficacité. Général des brigades Bougari Kodjo, directeur général de la Protection civile. Cette remise va sans doute contribuer à renforcer nos capacités logistiques, qui constituent un facteur déterminant dans le succès de nos opérations et dans notre aptitude à satisfaire aux exigences des populations. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce acte est l'expression éloquente de la volonté affirmée du gouvernement de la transition de la République du Mali de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité face aux multiples défis et besoins de sécurité, en vue de les permettre d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances pour porter assistance et protéger nos populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Pour l'atteinte de cet objectif ambitieux, il s'avère impérieux d'acquérir des matériels roulants adaptés et adéquats qui répondent aux exigences du moment. Ces différentes acquisitions de moyens roulants contribuent très significativement à notre stratégie de maillage sécuritaire du territoire national qui implique le déploiement des personnels sur le terrain avec des moyens adéquats. Le ministre d'inviter le directeur général de la Protection civile à faire bon usage de ces véhicules avant de procéder à la remise symbolique des clés et d'admirer une démonstration de ces nouvelles acquisitions. Un mot de santé à présent pour mieux entamer la page des sports. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique à la tête d'une forte délégation sillonne le district sanitaire de Kenyeba et le cordon sanitaire de Maïnamine. C'est dans la région de Kaï. La mission vise à apprécier la surveillance épidémiologique dans cette localité. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Barakissa Ouattara et Aliou Touré. Kenyeba enregistre une population très mobile de par sa pratique d'orpaillage. En cas d'éventuelle épidémie, la propagation devient plus rapide et incontrôlable. C'est pourquoi les autorités sanitaires du cercle ont redoublé de vigilance. Dr Moussa Modibo Diarra, médecin-chef du district sanitaire de Kenyeba. Il y a un dispositif qui est en place, qui commence depuis au niveau communautaire, avec les relais, les ASC, et qui sont été formés sur les définitions opérationnelles, les cas de maladie à déclaration obligatoire, et qui remontent l'information de façon quotidienne. Au CCRF, il y a un point focal qui est chargé de la surveillance, et ce point focal aussi s'occupe de la compilation des informations et aussi de la remontée des informations vers la hiérarchie. Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. De manière globale, nous avons un sentiment de légitime satisfaction parce que les indicateurs dans le cadre de la surveillance épidémiologique ont été atteints en 2022. Nous avons exhorté, remercié et encouragé les directeurs techniques de CESCOM pour continuer dans ce sens et aussi renforcer la vigilance pour que nous puissions
être à hauteur de souhait en 2023, mais aussi être à l'avant-garde pour de potentielles maladies qui pourront surgir. Par contre, à Maïna Mine, à la frontière Mali-Sénégal, le cordon sanitaire n'est pas fonctionnel faute de ressources financières. Saïdou Diara, directeur technique du CESCOM de Maïna Mine. Le cordon fonctionnait 24 sur 24. Mais présentement, il y a un problème de fond qui se pose. Bon, quand on fait venir les enfants travailler ici, d'autant plus qu'il n'y a pas de rémunération, donc maintenant ils sont obligés de retourner. Ce n'est pas un problème de personnel quand même, que ce soit au niveau d'ici ou bien au niveau du CESRAF de Kinyaba, parce qu'il y a des bénévolats quand même pour la gestion du cordon. Des difficultés auxquelles le directeur promet d'apporter des réponses. Cheikh Amadou Tidjane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Pour faire face à ces questions de maladies à potentiel épidémique, il est bon que le minimum de conditions requis soient en tout cas à la disposition des agents de santé à ce niveau-là. Je pense que très rapidement nous allons voir avec mon équipe qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour accompagner ces équipes-là. À part quelques cas de coronavirus, aucune autre maladie à potentiel épidémique n'a été déclarée dans cette localité. Kenyeba, Barakissa Ouattara, Aliou Touré pour l'ORTM. Oui, il est là, Rekenke, à bloc. Famoudou Dourté, bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. Football CHAN Algérie 2022. En ouverture ce vendredi, l'Algérie s'est imposée par le score minimum d'1-0 devant la Libye. Oui, une victoire étriquée du pays hôte, mais essentielle pour bien débuter son tournoi. Le succès a été long à se dessiner pour l'Algérie. Malgré un stade archi-comble poussé par les ultras dans les gradins du stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, les Fennecs locaux, en manque d'inspiration, ont ronronné pendant une heure de jeu. La Libye était bien en place et le coach Corentin Martins était bien sur le point de réussir son coup. Le gardien libyen Mouad Alafi commet une faute dans sa surface et l'arbitre sud-africain Abongile Tom n'a pas eu besoin de consulter la VAR pour siffler penalty. La faute a été trop flagrante et Aymena Mathieu s'en charge et ouvre le score à la 57e minute. L'attaquant de l'USM Alger sera dans la foulée le premier buteur du CHAN 2022 et permet à son Algérie de se sortir du piège libyen. Lors de la deuxième journée dans le groupe A, l'Algérie joue contre l'Éthiopie tandis que la Libye affronte le Mozambique. Alors, quelles sont les trois affiches aujourd'hui? À 13h, le second match du groupe A oppose l'Éthiopie et le Mozambique, les deux outsiders du groupe. Ensuite, le groupe B entre dans la danse. La République démocratique du Congo, le grand favori pour la victoire finale après le forfait du Maroc, défie l'Ouganda à 15h. La troisième affiche du jour nous réserve un choc ouest-africain. La Côte d'Ivoire sera face au Sénégal à 18h. Et la politique qui s'invite dans le sport. Patrice Motsepe, le président de la CAF, s'est exprimé sur l'absence du Maroc au CHAN 2022 en Algérie. Quelles sont les raisons? Et Patrice Motsepe, il dit, je cite, « Nous ne voulons pas que la politique s'invite dans le football ». Fin de citation. Le patron du football africain a déploré la situation qui prévaut entre le royaume chérifien et son voisin à l'origine de l'absence des Lions de l'Atlas de la compétition. Le Sud-Africain a ensuite déclaré à la presse, en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'il est attristé par l'absence des Marocains de la compétition, qu'il a fait tout son possible ces derniers jours pour convaincre les deux gouvernements algériens et marocains de trouver un terrain d'entente sans succès. Alors, Dr Patrice Motsepe a d'ailleurs exprimé ses craintes par rapport aux prochaines compétitions africaines, notamment la CAN 2025 qui pourrait se tenir dans l'un des deux pays. Avant son entrée en liste dans la compétition, l'équipe nationale locale du Mali a terminé sa préparation par un match nul ce vendredi. On peut dire que le bilan est assez satisfaisant. Oui, le Mali a été accroché 0-0 ce vendredi 13 janvier au stade Bou Ali Lawar de Sousse. C'est l'Espérance sportive Amama qui l'a tenu en échec pour affronter le club tunisien. Noumdiane a fait encore tourner son effectif sans but à la pause. Les deux formations se quittent sur un score nul et vierge à la fin du match. Les aigles locaux terminent ainsi leur préparation par une victoire et 2 nuls. Les Maliens sont attendus ce samedi 14 janvier à Oran. Ils entrent en compétition le 16 janvier contre l'Angola avant d'affronter la Mauritanie le 24 janvier. Sur le plan national, les ténors du championnat de football féminin ont trébuché
lors de la dernière journée de la phase de groupe. Oui, la 5e et dernière journée de la phase de poule a pris fin jeudi soir avec un fait marquant. Les Super Lions de Hamdallah ont été battus 2-1 par l'AS Real de Bamako et l'AS Mandé a été contrainte au match nul par l'USFAS 1 but partout. Au classement, les Super Lions 12 points, 7 de la première place à l'AS Real 13 points dans la poule A. Au niveau de la poule B, l'AS Mandé 13 points garde la tête devant l'USFAS 11 points. Au terme de la phase de retour, les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour le Caredas. La Fédération malienne de basketball a fixé le 3 mars comme date de démarrage des championnats nationaux de première division. Oui, la saison sportive 2022-2023 du basketball malien est ouverte depuis le 10 janvier 2023. Les équipes de première division sont informées de prendre les dispositions pour une bonne participation, indique un courrier de la fédération adressé au président des ligues qui stipule que, conformément à l'article 28 des règlements généraux de la fédération, les mutations de la saison sportive ont été fixées du 10 janvier au 10 février 2023. Quant au championnat national senior masculin et féminin de la saison 2022-2023 du Mali, il démarre le 3 mars 2023. Le Stade malien est le détenteur du trophée chez les messieurs et l'AS Police détient le Graal chez les dames. À présent, on termine avec le handball. Oui, le handball, l'Égypte n'a pas tremblé pour son premier match au mondial en 2023. Opposé à la Croatie dans le groupe G, les Égyptiens ont corrigé les Croates 31-22. Les champions d'Afrique en titre ont démarré tambour battant en remportant la première manche 16-12. Dans le second acte, ils ont ensuite géré puis accru leur avance. Ce succès permet à l'Égypte de prendre la tête de son groupe devant les États-Unis. Dans l'autre rencontre justement de cette poule, le Maroc a perdu face aux États-Unis 27-28. Ce dimanche, l'Égypte et le Maroc s'affrontent au compte de la deuxième journée dans le groupe G. L'Afrique n'est pas représentée dans ce championnat du monde de handball que par l'Égypte et le Maroc. Il y a aussi le Cap-Vert et l'Algérie. La sélection du Cap-Vert a remporté jeudi le premier match de son histoire en championnat du monde de handball face à l'Uruguay. Les Cap-Verdiens ont battu les Uruguayens par 33-25. Alors que l'Algérie a raté son entrée en matière, opposée à la Serbie pour son premier match dans le groupe E du mondial de handball, les Algériens ont chuté 27-36 ce vendredi. Ce revers enterre peut-être les espoirs de qualification des Fennecs qui devront ensuite affronter l'Allemagne et le Qatar de gros calibre. Je rappelle que la 28e édition du championnat du monde masculin de handball a débuté le mercredi 11 janvier et se poursuivra jusqu'au dimanche 29 janvier 2023 en Pologne et ensuite en Suède. Les deux pays co-organisateurs de cette édition, le Danemark est double tenant du titre 2019 et 2021. Merci bien, Famoud Douté, pour toutes ces informations. Je vous rappelle, l'info du jour, c'est bien. La commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée chez les membres du gouvernement sont à l'intérieur du pays où chacun animera donc des conférences débats sur le thème le patriotisme afin de cultiver cet esprit chez les jeunes hommes. Donc vous aurez d'autres informations dans nos éditions futures. La présente édition s'achève à 9h passées de 22 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Bintou Traoré à la mise en onde. Coordination électorale Ousmane Daour, la mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.